Maintenant, nous allons passer à la dernière conférence, dernière intervention. Vous avez vu 3 présentations qui parlent de mise en accessibilité de services, en général très exclusifs, ou alors parfois pour des groupes exclusifs, mais dans le sens d'une inclusion sociale beaucoup plus vaste. Et nous avons également, nous faisons face à cette réalité que sans législation, sans politique, sans loi, peut-être que ces belles pratiques que certains services municipaux, certains pouvoirs publics ou privés découvrent naturellement, d'autres ne suivent pas vraiment et qu'il nous faut un peu une loi pour dynamiser tout cela. Et les lois sont là pour soutenir ce développement qui va vers une société inclusive et sans barrières. Et je pense qu'il y aura pas mal de personnes ici qui se réjouiront d'entendre parler de la part de M. Michael Manière de l'Office des personnes handicapées du Québec sur la loi, ce qu'elle veut dire et éventuellement l'impact qu'elle peut avoir. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, écoutez, je vais vous présenter rapidement, je vais essayer d'aller plus vite, les éléments qui ont été déjà abordés dans le cadre d'autres présentations. C'est toujours ce qui arrive lorsqu'on présente la dernière conférence de la journée, enfin. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une très brève mise en contexte. Je vais parler, bien évidemment, du cadre législatif et de quelques politiques publiques. Et par la suite, je vais porter votre attention sur les réalisations très concrètes qui découlent de notre contexte législatif assez particulier au Québec. Alors, tout d'abord, au Québec, on parle de taux d'incapacité d'environ 10%. On parle d'une population de 8 millions d'habitants. Bien évidemment, c'est une augmentation qu'on observe qui est liée au vieillissement de la population, comme c'est le cas à peu près partout dans le monde. Et je vais mentionner au niveau du cadre législatif 2 actes importants. D'abord, la Charte des droits et libertés de la personne de 1975, ainsi que la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, qui a été adoptée en 1978 et qui a été modifiée en profondeur en 2004. Au niveau des politiques publiques, vous me permettez, je vais citer 3 politiques assez rapidement, puis je vais consacrer la plupart de mon intervention, ça va porter sur la deuxième. Donc, nous avons une politique qui régit l'accès aux documents et aux services, qui date de 2006. Nous avons aussi une politique, la principale pour notre dossier à part entière, la politique de 2009, c'est une politique gouvernementale, et également une politique récente, Vivre et vivre ensemble, c'est une politique qui concerne l'ensemble des problématiques liées au vieillissement de la population québécoise. Pour revenir à la politique à part entière, comme je vous ai dit, c'est la politique principale en ce qui concerne le dossier des personnes handicapées. Cette politique définit un grand défi qui est le défi de la société inclusive. Et cette politique également permet d'identifier certaines priorités d'intervention, donc notamment la question de concevoir des lois, des politiques, des programmes et des services sans obstacles, aménager des environnements accessibles. Et cette politique donne aussi, ce qui est une nouvelle définition, la définition de la personne handicapée, qui est assez large et qui inclut l'ensemble des incapacités, ce qui était d'ailleurs mentionné tout à l'heure par mes collègues. La loi assurant l'exercice amène aussi un élément intéressant qui est l'obligation d'approvisionnement en biens et services accessibles. Et c'est une obligation qui s'adresse aux ministères, aux organismes publics et aux municipalités. Et on parle ici de l'achat ou de location des biens et des services. Et la question de l'accessibilité devrait s'être posée à ce moment-là. Et l'autre article de la loi, l'article qui était enfin à la base du reste de la présentation, c'est l'obligation à produire sur la base annuelle un plan d'action. Un plan d'action, c'est une obligation pour chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes, donc c'est la très grande majorité d'organismes publics, et toutes les municipalités qui comptent au moins 15 millions d'habitants. Ces plans doivent identifier les obstacles que rencontrent les personnes handicapées et également prévoir des mesures pour pouvoir y remédier. Et ce qui est important, et c'est la différence par rapport notamment à la législation française, c'est qu'il n'y a pas de sanctions nécessairement qui seraient attachées. Bon, si la municipalité ou le ministère ne produit pas,
et bon, il n'y a pas nécessairement des punitions qui s'en viennent. Hein. Nous, l'Office, ce qu'on fait, par contre, on rend public tous ces plans, c'est-à-dire on regroupe tous ces plans qui doivent être rendus publics. La plupart, enfin tout le monde les met maintenant sur l'Internet. Donc sur notre site web, on peut aller voir la liste de tous les ministères, organismes assujettis, et il suffit de cliquer, voir si le plan est là. S'il n'est pas là, bon, bien évidemment, c'est un peu gênant pour les ministères ou l'organisme en question. Même si ce n'était pas une obligation très stricte ou assujettie à des sanctions, on voit quand même un taux de réponse assez intéressant. Des données de 2012-2013, mais ça n'a pas changé beaucoup depuis. Au niveau des organismes publics, on avait un taux de réponse de 87% et on a répertorié au total presque 1200 mesures différentes des actions qui ont été envisagées par ces ministères et organismes pour faciliter l'intégration sociale des personnes handicapées. Lorsqu'on parle du champ de la culture, les organismes publics, on a bien évidemment un ministère qui est le ministère de la Culture et des Communications, mais également il existe 11 organismes culturels publics qui sont assujettis à cette loi. Donc, la Bibliothèque d'Archives nationales, Conseil des arts et des lettres, Musée d'art contemporain, Société du Grand Théâtre. Ici, le Palais des Congrès également est assujetti à la réglementation. Donc, tous ces organismes-là produisent annuellement des plans d'action que nous analysons et par la suite, on fait des recommandations. Puis, on essaye de voir aussi de quelle manière ça évolue sur les plans un peu plus larges. Donc, ce que nous avons pu constater depuis presque 10 ans, c'est qu'il se dégage 4 axes des actions posées. On peut les regrouper grosso modo en 4 volets. Tout d'abord, il y a des actions qui concernent l'accessibilité architecturale, l'adaptation des moyens de communication, la formation du personnel et enfin des activités qui relèvent de la mission propre de l'organisme. Donc ces organismes n'ont pas tous la même mission, bien évidemment, mais voilà, ces activités-là sont également présentes dans le plan d'action. Et je vais vous donner quelques exemples de ces actions. Bon, par exemple, en ce qui concerne l'activité architecturale, généralement, il s'agit des améliorations à moyen et long terme. C'est, enfin, pour nous, probablement l'élément le plus important, c'est une prise en compte de l'accessibilité lors des travaux de rénovation, d'agrandissement, mais de façon systématique. On est bien conscient qu'il serait irréaliste de demander à tous les ministères, organismes, de dire tiens, on va demain matin rendre tout accessible, mais ce qu'on demande, et de façon générale, cela fonctionne très bien, c'est que lorsque vous envisagez des travaux d'agrandissement, rénovation majeure, etc., soyez sensibilisés et prenez en compte de façon systématique les besoins des personnes handicapées lors de ces travaux. Et on a bien évidemment des exemples de travaux réalisés, Musée national des beaux-arts qui a grandi à Québec. Bon, ça va être accessible, bien évidemment. Adaptation des moyens de communication. Tout d'abord, c'est le respect des standards de l'accessibilité des sites web du gouvernement du Québec. Ces organismes sont assujettis à ces standards, donc nécessairement on exige à ce que les nouveaux sites, lorsque les sites sont refaits, et en moyenne c'est 5 à 7 ans pour qu'un organisme gouvernemental passe à une refonte de son site web. Donc les nouveaux sites et les nouveaux documents sont accessibles et ça inclut également les sites transactionnels. Par exemple, lorsqu'on veut acheter des billets pour aller au théâtre, bon, c'est les sites qui permettent l'achat des billets est également accessible parce que c'est un service public comme il s'agit d'un organisme public. Formation du personnel, tout d'abord, c'est la formation à l'accueil, donc c'est le personnel qui est en relation directe avec les clients, et accompagnement, traitement des plaintes, également un élément très important que les organismes ont très souvent pris en compte dans leurs plans. En ce qui concerne les activités qui relèvent directement de la mission de l'organisme, bon, par exemple, Société de la Place des Arts de Montréal, c'est l'amélioration de la signalisation lors des festivals, bon, parce que c'est leur mission. La tenue des expositions accessibles sur les plans de l'organisation de l'espace, bon, c'est plus le cas d'un musée, ce que nous avons d'ailleurs constaté dans les plans d'action. Maintenant, au niveau des municipalités, la même obligation. Un taux de réponse quand même très intéressant. En 2012-2013, nous avons eu un taux de réponse de 81%, presque 2000 mesures qui ont été répertoriées. Et un élément important aussi, les municipalités ont parti un réseau des municipalités accessibles pour partager les bons coups, pour partager les expériences gagnantes, ce qui est très intéressant comme expérience, bien évidemment. Et les municipalités, les actions posées, on peut les regrouper, toujours dans le champ de la culture. Enfin,
selon trois axes. Donc tout d'abord, les municipalités, parce que c'est vraiment souvent dans leur champ de compétences, vont centrer leurs actions sur l'accessibilité des bibliothèques publiques. Deux, c'est les salles de spectacle ou maisons de culture, ça dépend de l'appellation selon la municipalité. Et finalement, les événements et festivals, parce que les municipalités sont souvent partie prenante de ce type d'activités, donc ça se retrouve nécessairement dans leur plan d'action. Et je vais vous donner quelques exemples de réalisations concrètes, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait justement dans ce champ-là. Alors, les bibliothèques publiques, ça peut être la formation du personnel sur l'accueil des personnes handicapées, ça peut être des activités d'animation destinées conjointement aux enfants handicapés et sans incapacité, ça peut être un poste informatique équipé d'un logiciel, on parle des bibliothèques municipales dans ces cas-là. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'est proche déjà, ces services sont rendus disponibles dans leur environnement immédiat. Les salles de spectacle, c'est l'installation du système FM pour les personnes malentendantes, ça peut être le maintien du programme des vignettes d'accompagnement touristique et des loisirs, c'est plusieurs municipalités d'ailleurs qui se sont impliquées dans ce dossier, et lorsqu'on construit une nouvelle salle de spectacle, qui était le cas d'une municipalité que je connais bien, et bon, la salle est entièrement accessible, autant pour les personnes qui ont une déficience auditive que une déficience motrice, ça a été d'ailleurs fait en collaboration avec les milieux associatifs locaux. Les événements et festivals, ça va à partir de places assises qui sont prévues pour les personnes âgées et les personnes handicapées pour un événement où les gens restaient habituellement debout. Il peut y avoir question de l'accès pour les fauteuils roulants. Et chose intéressante, c'est l'accès, mais aussi toutes les mesures d'évacuation qui sont prévues, la question de sécurité est présente. La location des toilettes temporaires, on espère que ces toilettes vont être bien installées, bien évidemment. Mais déjà, penser à ça, c'est intéressant parce que ça envoie aussi un signal aux fournisseurs de services que voilà, ce qu'on vous demande, c'est enfin des toilettes accessibles, merci. Puis si vous ne les avez pas, ben, on va aller chercher un autre fournisseur. Et ce que je voulais vous dire en titre de conclusion, j'ai 1 minute 42, donc on constate que même si la loi n'est pas nécessairement très contraignante en termes de sanctions qui y sont rattachées, il y a néanmoins un taux de réponse très élevé de la part autant des ministères, organismes que des municipalités. On voit également, et ça c'est un constat qui est probablement le plus important pour nous et qui nous réjouit le plus enfin, une sorte de changement de la culture organisationnelle en faveur d'une prise en compte de l'accessibilité. Aussitôt que différents départements au niveau du gouvernement municipal commencent à se parler puis se poser des questions, lorsqu'on commence à prendre en compte de façon systématique les questions d'accessibilité pour la refonte, rénovation, etc., ça ne nous amène pas à des solutions miracles, mais ça nous amène dans une dynamique qui va aboutir à un moment donné à quelque chose de très très intéressant, et nous on s'en réjouit effectivement. Et dernier élément, on s'est aperçu également, non seulement les municipalités accessibles, mais par exemple les musées ou les bibliothèques se parlent, échangent pour partager ces meilleures expériences, pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'on s'aperçoit que offrir des services accessibles fait aussi en sorte que les personnes handicapées viennent pour les utiliser, pour en profiter. C'est nos concitoyens, c'est des gens qui ont besoin de ces services. Donc, ce changement de la culture organisationnelle, je pense que ça, c'est l'élément le plus positif, le plus intéressant, qui n'était peut-être pas prévu initialement par les législateurs en passant. Mais voilà, ça donne ça, au bout de 10 ans, on peut constater ces changements et à une très grande échelle. Donc voilà, pour résumer un peu ma présentation. Pour tout besoin, bien évidemment, vous pourriez toujours consulter notre site web ou me contacter. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions en dehors de ça. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Monnier, oui, c'est très beau de voir comment la loi peut devenir une impulsion, un facteur dynamique. Je crois que vous l'avez très très bien montré. Et je voulais voir là, y a-t-il là encore, remarques, questions, poèmes, romans? Madame. Moi, je voulais savoir si, parce que vous parliez de à peu près 80% des municipalités qui sont rentrées un petit peu dans cette démarche, qu'est-ce qu'on fait avec les 20% d'autres? Est-ce qu'il y a un suivi qui est prévu? Est-ce qu'il y a des sanctions qui vont être prévues si les municipalités, justement, ne prennent pas ce virage-là, accessibilité un petit peu? Qu'est-ce qui est prévu sur le long terme, un petit peu sur les années à venir par rapport à ça? Bon, on a un certain nombre de municipalités où les contacts, disons, sont un peu plus difficiles. Mais pour le moment où la loi ne nous permet pas de faire d'autres choses, on n'a pas d'autres moyens. Enfin, nous, on est un organisme gouvernemental, donc on agit dans le cadre
légale. La loi ne nous donne pas d'autres moyens que encouragement, échange, suivi. Bien évidemment, on fait des suivis à la fois auprès des organismes, ministères et municipalités qui n'ont pas produit leur plan d'action. Dans certains cas, c'est un peu particulier. On a 2 cas à part. Il y a des municipalités qui produisent des plans d'action pluriannuels. Et là, ils ne sont pas dans notre statistique parce que durant l'année en question, on n'a pas produit du plan. Mais néanmoins, leur plan est là. Il y a aussi des municipalités qui connaissent des changements au niveau de leur population. Donc la population baisse, la population augmente, parce que c'est sous la base annuelle. Donc vous étiez à 14 500 et puis tout ça, puis là, vous n'êtes plus assujetti. Après ça, vous êtes assujetti de nouveau. Donc ça, ces municipalités-là, c'est un peu plus difficile, parce qu'ils en produisent un plein. Gaspé, c'est un exemple. Ils en ont produit 3, parce qu'à 3 occasions, ils avaient 15 000 habitants et plus. Et 6 fois, ils étaient sous la barre des 15 000. Donc, ça aussi, c'est un cas particulier. Mais de façon générale, ça ne veut pas dire qu'une municipalité qui n'a pas produit du plan n'a rien fait non plus. On ne peut pas prétendre que, bon, ceux qui n'ont rien fait, ou les organismes ministères, c'est la même chose. Il y en a aussi, et ça c'est vrai, que dont la mission semble être éloignée, si on parle des organismes gouvernementaux, semble être assez éloignée de la question des personnes handicapées. On peut se dire, bon, peut-être on devrait penser aussi à faire une sélection, dire, bon, il y a peut-être des ministères, ressources naturelles, est-ce qu'il y a vraiment un lien profond avec l'intégration sociale des personnes handicapées? On n'est pas sûr. Mais en même temps, bon, c'est des questions qu'on peut se poser. La loi devrait être évaluée sur la base quinquennale. Donc, le premier rapport qui a été publié a fait déjà mention de certaines difficultés. Probablement le deuxième rapport d'ici 3 ans à peu près, bon, ça devrait amener d'autres questionnements. Mais effectivement, c'est un outil perfectible. C'est un cadre légal qui a ses avantages, mais a aussi ses inconvénients. On aimerait bien avoir 100%. Alors, le monsieur là, à ma droite, à votre gauche. En fait, moi, j'aurais 2 questions. Premièrement, par curiosité, qu'est-ce qui fait que toutes les municipalités avec moins de 15 000 et organismes avec moins de 50 employés n'auraient pas à se conformer? Quels ont été les critères? Mon autre question serait, constatant qu'il y a un changement culturel au niveau de l'organisation, ce qui n'est pas mineur, pourquoi ne pas inclure justement ces organismes-là, étant donné qu'il n'y a pas de façon de les contraindre à le faire de toute façon, donc aussi bien les inclure pour que si éventuellement il y a un changement au niveau de la culture organisationnelle, tant mieux. Lorsque la loi fut adoptée, au début, on parlait des municipalités de 20 000 habitants et moins. Il faut s'entendre que lorsqu'on parle de petites municipalités, ces municipalités-là ont souvent des difficultés à s'acquitter de leurs responsabilités, et ce n'est pas juste à l'égard des personnes handicapées. De façon générale, l'administration municipale, c'est beaucoup en fonction de ressources humaines disponibles. Pour produire un plan d'action, ça ne se fait pas en 5 minutes non plus. Ça prend nécessairement une certaine taille des municipalités. Ce qui était décidé, c'était des négociations un peu politiques au moment de l'adoption de la loi. Maintenant, est-ce qu'on devrait inclure toutes les municipalités? Bon, la décision appartient aux législateurs. Si toutes les municipalités sont incluses, ben, on va faire un suivi auprès de toutes les municipalités. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être que je vous donne un son de cloche européen. Là. En France, on a l'effet guillotine. Il y a beaucoup de communes qui sont habitants. J'ai vu dans une commune comme ça. La commune moyenne a quelques milliers d'habitants. Tout le monde y passe. Il y a une obligation qui ne connaît pas d'exclusion. En Grande-Bretagne, où j'ai habité longuement, où il y avait maintenant les Equalities Act, c'était tout pourvoyeur de services, donc dans le secteur public, ou alors peut-être privé, mais qui offre un service au public. Donc les exceptions sont beaucoup moindres. Et vu de loin, en tant que martien européen, ça me semble assez utile. Mais voilà, il y a encore d'autres questions ou remarques? Oui, bonjour. Je me posais la question, dans les plans d'action que vous avez analysés pour les organismes et ministères qui ont une touche culturelle, est-ce que vous avez vu des innovations? Parce que souvent, on voit le réflexe de rendre le lieu accessible, mais est-ce qu'on rend la programmation, les activités et les programmes accessibles? L'analyse de la tendance, ça ressemble à quoi? Innovation, bon, c'est sûr qu'il y a des organismes, je vous donne un exemple, le centre des congrès. Les centres des congrès, autant Québec que Montréal, les 2 centres sont assujettis, les palais de congrès, c'est les sociétés.
C'était lieu de culture. Je crois que Madame posait une question. Oui, sur mais je la veux dire, culture. ça fait partie, ça relève du même ministère, enfin. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, ces organismes-là vont chercher surtout les façons de faire qui sont développées à l'international. Ça fait partie de l'expérience client maintenant d'accueillir les clients handicapés. Les musées, on voit un peu qu'ils cherchent des sources d'inspiration à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont très créatifs? Je ne peux pas porter ces jugements-là. On voit quand même une progression, c'est ça qui est certain, on constate une progression. Au début, c'était beaucoup centré, parce que, enfin, j'en ai pas parlé, mais les premiers plans d'action des ministères organismes, c'était surtout recentré sur leurs ressources humaines. Est-ce qu'on a des personnes handicapées qui travaillent chez nous? Et ça, c'était comme la première génération des plans d'action. Là, on a dit non, c'est pas juste les ressources humaines qui nous intéressent, bien que c'est important. Les ministères de la Culture embauchent une personne handicapée sur 380. Donc, il y a quand même de la place à l'amélioration. Mais on a dit quand même, c'est pas tellement vos ressources humaines ou vos locaux à vous que, par exemple, lorsque vous financez un festival, l'accessibilité du festival. On essaie de les amener un peu plus large. Maintenant, il y a des ministères organismes qui produisent leur 3e plan d'action parce qu'il y avait des retards, il y en a qui produisent leur 9e. C'est sûr qu'on voit une évolution. Est-ce qu'on peut dire que c'est innovatif? Jusqu'à un certain point, peut-être oui, mais je ne possède pas d'outils pour les prouver. Mais ça nous semble évoluer quand même. On a l'impression qu'ils vont de plus en plus large, ce qui est positif. Alors, monsieur Manière, je me retransforme en martien européen, qui peut être un regard sur l'innovation, et nous avons un concept de management qui s'appelle benchmarking. Et par exemple, si vous allez dans beaucoup de lieux, en France, en Belgique, de plus en plus en Suisse, en Italie énormément, en Allemagne de plus en plus, c'est qu'on constate que depuis une dizaine d'années, l'offre culturelle accessible pour des personnes qui ont un handicap sensoriel est beaucoup plus avancée que dans le Québec, et ce que j'ai pu voir. Je vous explique un peu ce que je fais. Je fais des gorilla audits, c'est-à-dire des audits très rapides quand je vais dans des lieux. J'arrive à Montréal, j'ouvre le site internet parce que je me dis, tiens, le musée d'art contemporain, y a-t-il des événements en langue des signes? Y a-t-il un visio-guide multimédia inclusif avec sous-titres, peut-être en audio et en langue des signes pour que tout le monde puisse le partager, comme dans une 50aine de lieux en France? Y a-t-il peut-être un événement en audio-description? Y a-t-il un parcours tactile dans le musée des Beaux-Arts, comme il y en a dans beaucoup de communes en Grande-Bretagne, où j'ai habité pendant 25 ans? Et je dois dire que mon expérience de martien a été assez surprenante. J'arrive quand je regarde l'information d'accessibilité sur ces sites, elle est quasi exclusivement centrée sur les besoins de la personne avec un handicap de mobilité. Or, comme j'ai dit hier dans la conférence du matin, l'accessibilité au lieu, c'est une condition sine qua non pour l'accessibilité de l'expérience culturelle elle-même. Alors je me suis dit, soyons positifs, et je vais au musée d'art contemporain. Je ne veux pas être critique, je vous décris simplement une expérience. Il était malheureusement fermé parce que je vais rater la biennale qui commence demain, mais il y avait tout de même, disons, la billetterie, et je demande, avez-vous des services pour personnes handicapées? Alors, au niveau de la formation, les personnes étaient exceptionnellement gentilles avec moi. Donc là, thumbs up, comme on dit en anglais. Ceci dit, elle disait, je ne crois pas, je demandais un peu, avez-vous un access leaflet, une sorte d'information d'accessibilité écrite en différents médias? Je n'ai rien trouvé. On m'avait expliqué que, oui, de temps en temps, ils ont fait des choses pour différents groupes de personnes handicapées. Mais au fait, ça me fait dire qu'il y a peu de choses pour la personne handicapée, mettons aveugle, malvoyante, sourde, malentendante, qui veut venir d'elle-même et vivre d'un libre choix l'expérience culturelle. C'est toutes les choses dont on a parlé hier et aujourd'hui. Je crois que c'est l'un des grands thèmes qui ressort, l'indépendance dans l'accès aux services. Je suis après allé au Museum of Fine Arts et j'ai adoré la beauté des rampes dans le bâtiment des années 70-80 et aussi peut-être quelques autres rampes. Et je demandais de nouveau aussi, avez-vous de l'information sur l'accessibilité pour les personnes handicapées? Non, il n'y avait pas de feuillet, il n'y avait rien sur le site internet. Avez-vous par hasard un audio-guide avec de l'audio-description ou un parcours tactile, etc. J'ai regardé dans les théâtres en faisant théâtre langue des signes ou signed performance ou audio-description theatre, audio-description opera, et je n'ai presque rien trouvé.
Et par rapport à l'Europe, je veux dire, l'Europe a parfois du retard. Moi, je pense que la législation canadienne, au début des années 2000, j'étais impressionné de la qualité des politiques d'inclusion sociale. Mais au niveau pratique, je pense que ce serait vraiment sympa si, au Canada aussi, on avançait de 3-4 pas avec nous. Bon, peut-être juste pour vous répondre, c'est sûr que mon constat qui est formulé ici, c'est un constat qui est basé sur une comparaison à partir de notre point de départ, il y a 10 ans, et aujourd'hui. Et je n'ai fait aucunement une comparaison internationale. Enfin, nous, on constate quand même un changement positif. Est-ce que ce changement s'inscrit dans une tendance mondiale ou il est beaucoup plus lent que la tendance mondiale? Ce n'est pas une question à laquelle j'essaie de répondre. Mais effectivement, on aurait peut-être intérêt à se comparer plus au niveau international à certains égards. Et ça, c'est une question qui relève plus, vous comprendrez, de la politique. Parce qu'effectivement, avec les vieillissements que nous connaissons, on est parmi les pays les plus avancés dans ce dossier-là. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs questions qui entrent. Expérience culturelle, c'est pas la même chose ici que là-bas. Le mot musée national en Europe veut dire autre chose qu'ici. Enfin, ici c'est une institution, là-bas c'est vraiment quelque chose qui appartient à la nation. Donc la nation y accède gratuitement, entre une grande partie, n'est-ce pas? Enfin, il y a quand même des différences importantes. Mais le constat que je fais, c'est par rapport à notre point de départ il y a 10 ans. C'est pas comparaison internationale. Mais Marcus... Monsieur Vincent. Oui, ben, je voulais juste ajouter un bref commentaire, et là, je ne le fais pas à titre de présentateur, mais comme personne handicapée qui est voyagée en Europe de l'Ouest, notamment en France et en Allemagne, et effectivement, ben, je peux corroborer ce que vous dites, Monsieur Weissen. Cependant, j'ajouterais une chose. Je pense que depuis au moins une décennie, les choses commencent à changer. On le sent beaucoup du côté de la volonté de faire autrement. Donc, maintenant, j'allais ajouter aussi un autre phénomène, et ça ne doit pas devenir une excuse ou un prétexte à ne pas faire les choses, mais il y a une question, selon moi, démographique qui intervient. Je pense qu'en Europe, le bassin de la population des personnes qui ont des handicaps, c'est celui de la population en général, donc, est beaucoup plus grand que les 8 millions de personnes qu'on retrouve au Québec. Et ça explique en partie pourquoi on a peut-être commencé un peu plus tard, mais je trouve intéressant. Puis un sommet comme celui-ci qui se déroule à Montréal cette année va avoir sûrement un impact là, pour continuer dans la même bonne direction. Je ne voulais pas faire cajon provocateur. Non. Dans mes recherches, j'ai aussi trouvé des choses qui sont intéressantes, comme sur le site de la municipalité, tous les services d'information en français facile ou en français simplifié selon la terminologie des différents pays, ou alors, par exemple, certains groupes de personnes sourdes qui font un théâtre ou des performances intégrées avec les personnes non sourdes. Il y a des choses similaires en Europe, mais c'est toujours des choses qui vous font vibrer parce que c'est là où les choses se passent. Mais Marcus, je suis un peu d'accord avec toi. Là, quand j'ai fait la préparation de cette présentation pour aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais aller sur le site puis je vais faire comme si j'étais une personne handicapée. Ben, j'ai rien trouvé. Oui, sur le site d'Espace pour la vie. C'est magnifique. Et j'étais vraiment surprise parce que je me Moi, suis je l'ai dit, déjà trouvé. oui, mais je vous le dirai. mais c'est difficile à trouver. Il faut vraiment savoir par où aller chercher. Mais sur le site, la première page, là, quand on regarde, c'est pas facile de trouver les choses pour les personnes handicapées. Même si on fait beaucoup de choses, c'est pas mentionné. Alors, je pense je vais retravailler ça avec les équipes du site web. Je crois que je voudrais passer la parole à M. Perron, si nous pouvons encore avoir le micro. Je sais qu'on a 5 minutes de retard. Ceux qui ont besoin d'une pause, nous ne sommes pas des tortionnaires et vous avez le droit de partir. Si vous voulez rester, vous êtes également invité. Voilà. Oui, alors, simplement un complément d'information par rapport à ce que vous amenez. Oui, tout d'abord, faisons le constat. Effectivement, au Québec, on a du rattrapage à faire à ce sujet-là. Et oui, je pense que tout le monde en convient. J'en parle à titre de directeur de la Société des musées du Québec, donc je connais un peu le milieu et ses contraintes. Par ailleurs, dans la lecture globale qu'on doit faire de cela, il y a 2 éléments qui m'apparaissent très importants. La nécessité, effectivement,
d'encadrer et de stimuler, j'ai envie de dire, les troupes muséales, dans ce sens-là. Et pour ce faire, je pense que la loi dont vous nous parliez est un élément. Il pourrait y avoir d'autres mesures d'incitation. Et si je parle de mesures d'incitation, c'est que, et ça c'est le deuxième point qui m'apparaît extrêmement important à donner à ce moment-ci, c'est que contrairement à la réalité européenne en ce qui concerne les musées, et principalement française, où la très grande majorité des institutions relèvent de l'État. Hein? Donc, l'institution muséale en Europe relève de l'État. Et du coup, elle est... Surtout en France, un peu ailleurs. Surtout en France. Mais quand même, en Italie, c'est pas trop mal non plus à ce niveau-là. Et quand même, de façon générale en Europe, beaucoup en France, effectivement. Ça induit une autre réalité, qui est la réalité, effectivement, du gouvernement ou de l'État qui parle à ses propres institutions. Le modèle québécois, qui est d'ailleurs le modèle canadien sous cet aspect des choses, à toute fin pratique, et pas tellement loin de nos voisins états-uniens. Là, on est dans un autre contexte où les musées sont des institutions privées à caractère, à mandat public, mais des institutions privées, gérées par la troisième loi des compagnies, pour être plus précis ici. Et ça dicte tout un autre rapport d'intervention et, j'oserais dire, parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre, de financement. Donc, ces deux contraintes-là sont là, elles sont très importantes. Ceci étant dit, ça ne nous empêche en rien du devoir d'aller plus loin dans ce qu'on dit actuellement. Ça, c'est clair. Mais je pense que pour être équitable, il faut tenir compte de ces deux réalités-là qui sont très différentes et qui, forcément, viennent freiner les ardeurs. Alors, les contraintes qui ne nous empêchent pas d'aller de l'avant, je pense que c'est de très, très beaux mots de la fin. Alors, je voudrais remercier tous les conférenciers et la passion qu'ils ont amenée et le savoir-faire qu'ils ont amené dans leur discussion, et vous, comme public, pour avoir été si actifs aussi avec vos questions. Et bonne suite de conférences. Merci beaucoup.